vrai dire, je n'étais pas conscient de ce dispositif où chacun prend la parole. Pour moi, j'étais là pour discuter. J'enseigne la philosophie, donc la discussion, c'est quelque chose d'important. Donc j'étais pas là tellement pour discourir et produire un discours ex cathedra, mais plutôt pour discuter. Et bon, comme je suis surpris par ce dispositif, bon, je vais peut-être dire quelques petites choses sur la culture. Bon, la culture en tant que levier de développement, c'est pas tellement mon sujet. Moi, je me suis intéressé à la culture depuis très longtemps. J'ai contribué à créer des revues culturelles. J'ai animé des émissions culturelles. Donc, mon engagement en faveur de la culture ne fait aucun doute. Il est vraiment réel. Mais quant à produire une pensée politique sur la culture, encore que je pense que la philosophie c'est aussi de la politique, quant à produire une pensée politique sur la culture, je n'en suis pas capable. Je ne suis ni M. Schivel, ni M. Lény, qui eux s'intéressent à ces questions-là. Moi, ce que je peux dire sur la culture, je le dis à partir de ma pratique, praxis comme aiment à le dire les communistes, les marxistes, la praxis en pratique. Ce que j'ai à dire, eh bien, c'est que, la culture est un souci. Évidemment, un souci. Souci de quoi? Souci de perfectionnement de l'individu, de croissance de l'individu, d'humanisation de l'individu. On sait que le terme de culture vient bon, à part les Grecs qui ont forgé le concept et l'idée de paideia, c'est-à-dire qui donne encyclopédie, pédagogie, etc., l'idée d'une culture, d'une éducation pour les enfants. Donc, il y a la cultura animi chez Cicéron, chez les Latins, et la cultura animi, c'est quoi? C'est le soin de l'âme, c'est la culture de l'âme. Et en même temps, étymologiquement, le mot culture renvoie à l'agriculture. Ça a l'air ridicule, hein, on se moque souvent de cette proximité, mais en vérité, c'est une proximité qui est réelle. Quand on cultive quelque chose, c'est-à-dire on prend soin d'un sol, on l'épierre, on le nettoie, on enlève les mauvaises herbes. Donc l'étymologie agricole est parfaitement pertinente. Quand on parle de culture, de quoi parle-t-on? On parle de ce qui se transmet, de ce qui se partage, de ce qui s'apprend. Monsieur Schiegel, tout à l'heure, a parlé de quelque chose de très important. Il a dit ce qui est important, c'est la mise en commun. La mise en commun, c'est fondamental. Si une culture n'est pas partagée, c'est quand même embêtant. S'il y a des intellectuels dans leur coin qui lisent des livres sophistiqués, compliqués, qui ne peuvent pas partager ce qui les a nourris intellectuellement et spirituellement, et que ça reste confiné dans leur bibliothèque, leur petit espace privé, ce n'est pas très utile. Donc il est important de transmettre et de partager. Maintenant, d'un point de vue philosophique, parce que c'est ce qui m'intéresse, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question de la culture? Bon, il y a un certain nombre de philosophes qui en ont parlé, hein, les Grecs les premiers bien sûr, avec Socrate et Platon. Et qu'est-ce qui apparaît dans cette culture grecque? Ce qui apparaît, c'est ce qu'on appelle le souci de soi. Le souci de soi est au fondement de la démarche philosophique. C'est-à-dire que quand Socrate s'adresse à ses interlocuteurs, ce qu'il leur demande de réaliser, de vérifier, c'est qu'ils ont au fond d'eux un espace de liberté qui n'appartient qu'à eux. Et c'est le sens du connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, ça ne veut pas dire connais-toi toi-même psychologiquement, ça veut dire prends connaissance de ta liberté fondamentale, de ce noyau le plus dur de l'être qui te constitue en tant qu'individu et qui fait que tu peux être libre. C'est ça le connais-toi toi-même. Donc le souci de soi chez les Grecs, chez Socrate et Platon, puis chez les stoïciens, etc., eh bien c'est une démarche par laquelle on demande à l'individu de prendre conscience de sa dignité, de sa liberté d'être humain. Aujourd'hui, la question du souci de soi a été réactivée par un philosophe très connu qui s'appelle Pierre Hadot, qui a écrit beaucoup de choses sur les stoïciens, sur la philosophie antique, sur Marc Aurèle, etc., etc. Et d'ailleurs, qui est à l'origine de
grand tournant de la philosophie française. La philosophie française a été durablement transformée par la découverte, par un certain nombre de philosophes, de la philosophie de Peirado. C'est-à-dire qu'on est passé d'une philosophie qui était une philosophie discursive, systématique, qui prenait les choses en surplomb, à une philosophie qui commence par l'individu et par l'être humain, et qui démarre avec le souci de soi. Et donc un philosophe comme Michel Foucault, par exemple, eh bien, il s'est nourri beaucoup du travail de Peirado. À la fin de sa vie, il a écrit sa dernière intervention publique, eh bien, ça s'appelle « Le gouvernement de soi ». Le gouvernement de soi, où il explique que, il dit par exemple, pourquoi parle-t-on toujours de l'œuvre d'art comme quelque chose qui est extérieur à nous? Pourquoi ne considérerait-on pas que nous pouvons, nous, faire de notre vie une œuvre d'art? Bon, il va peut-être un peu loin par rapport à la philosophie grecque, mais c'est pas très éloigné. Ensuite, il y a bon, le souci de soi. Le souci de soi, c'est le contraire de la négligence, c'est le contraire de l'inattention, c'est le contraire de la légèreté, de la superficialité. Et donc on peut aussi envisager la question de la culture à travers le problème de l'attention, puisque ce qui est aujourd'hui sollicité par tous les producteurs de sens et tous les producteurs de non-sens, c'est notre attention. La publicité réclame notre attention, les politiques réclament notre attention, les marchands réclament notre attention, les idéologues réclament notre attention. Donc notre attention, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et donc la culture, c'est le rapport, enfin la manière dont nous faisons fructifier cette attention. C'est-à-dire nous réservons, oui ou non, cette attention à des choses qui sont, oui ou non, dignes d'intérêt. C'est-à-dire, est-ce que on perd, je sais pas, en ce moment il y a le championnat d'Europe des nations, est-ce qu'on va perdre 4 heures par jour à regarder des gens s'agiter sur un terrain, ou bien on va décider de lire, je sais pas, un poème de Nézat Compagnie, ou de Arthur Rimbaud, ou je sais pas, ou lire un bon roman. C'est la question de l'attention qui est primordiale. Et cette question de l'attention, elle a été abordée, puisque bon, je vous ai dit au début que j'allais parler des philosophes qui sont intéressés à la culture. Cette question de l'attention, elle est abordée de manière cruciale par une philosophe qui a été d'ailleurs une grande communiste au début de son itinéraire intellectuel. C'était une philosophe juive qui s'appelle Simone Weil, enfin pas vraiment juive puisqu'elle a renoncé au judaïsme, et elle a développé toute une théorie sur l'attention. Elle dit, elle reprend une phrase de Malebranche qui dit « L'attention, c'est la prière de l'intelligence ». L'attention, c'est la prière de l'intelligence. Et elle dit aussi « L'attention, c'est ce qui nous permet, c'est quelque chose qui renvoie un peu à la grâce. C'est-à-dire quand on est attentif, c'est pas de la volonté, c'est quelque chose qui fait que nous sommes disponibles à quelque chose qui n'est pas nous, quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui nous touche, comme l'aile de l'ange peut nous caresser quand on s'y attend pas. Voilà, attention, c'est une espèce de posture d'humilité, une posture d'accueil, une posture d'hospitalité que l'on expérimente quand on regarde un film exigeant, quand on écoute un poème, quand on écoute un chanteur exigeant également. Donc l'attention, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a Kant, par exemple. Kant, j'ai oublié, Kant s'est beaucoup intéressé à la question de l'éducation, puisque dans son traité de pédagogie, il dit l'éducation, c'est ce qui permet de conduire l'homme à son entière destination. Qu'est-ce qu'il entend par conduire l'homme à son entière destination? C'est-à-dire qu'il y a la discipline, et dans son traité de pédagogie, il parle de la discipline qui permet à l'éducateur d'encadrer l'enfant, et ensuite l'enfant, par l'éducation, donc la culture, la réflexion, etc., eh bien, accède à son humanité. Et la finalité de ce processus de perfectionnement, c'est la moralité, c'est de devenir quelqu'un de moral. C'est ça la finalité de la culture. C'est pas de briller dans les salons, c'est pas le supplément d'âme du bourgeois, c'est pas le philistinisme cultivé de Hannah Arendt
qui dit que dans la crise de la culture, que les Philistins cultivés sont ceux qui se servent de la culture comme un faire-valoir, c'est-à-dire on accroche de beaux tableaux chez soi, on a une belle bibliothèque que personne, sans jamais ouvrir un seul livre, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le philistinisme cultivé. D'accord ? Ensuite, oui, là je me perds un petit peu, je suis désolé. Oui, ensuite, sur la question de la culture, il y a une femme, une philosophe américaine, qui est une spécialiste de Platon et de beaucoup d'autres choses, qui enseigne à Chicago, qui s'appelle Martha Nussbaum, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a écrit un livre qui s'appelle Les émotions démocratiques. Et dans ce livre, elle explique que, en fait, c'est une espèce d'épître qu'elle a envoyée, qu'elle a adressée aux doyens des grandes facultés, des grandes universités américaines, où elle constate que la culture générale dans les universités américaines est en recul. Et donc il y a danger, qu'il y a péril dans la demeure. Et donc elle dit, attention, la culture, évidemment la culture ce n'est pas simplement la lecture des livres de philosophie ou la lecture des bons romans, la culture c'est aussi le théâtre, c'est la musique, c'est beaucoup de choses. Elle dit tout ça permet, bon, essentiellement les livres aussi bien sûr, tout ça permet quoi? Eh bien permet de développer ce qu'elle appelle l'imagination empathique. C'est-à-dire que quand vous lisez beaucoup de romans, quand vous êtes en contact avec beaucoup d'œuvres de l'esprit, eh bien, vous êtes capable de comprendre l'autre, d'être plus tolérant, de l'aimer, de le respecter, d'être moins tenté par le racisme, d'être moins tenté par l'exclusion, d'être moins tenté par l'excommunication, etc., etc. Donc, la culture vous permet non seulement de vous humaniser, mais elle vous permet de devenir un citoyen qui est respectueux de la différence. C'est-à-dire que plus nous allons vers des sociétés pluriculturelles, des sociétés où les différences sont marquées entre les individus, entre les groupes, plus nous aurons besoin de culture. C'est une évidence. Et cette idée qui est développée par Martha Nussbaum, on la retrouve aussi chez une autre philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury, qui est une philosophe française, qui elle s'intéresse à cette question du souci de soi, et elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, plus vous avez des individus qui se soucient d'eux-mêmes, plus vous avez de vrais citoyens. C'est-à-dire le fait que vous favorisiez l'adhésion à ce principe du souci de soi, plus vous contribuez à la formation de véritables citoyens. Un citoyen qui n'a pas le souci de lui-même ne peut pas être un bon citoyen. Donc là, on voit encore l'importance de la culture. Le souci de soi est fondamental. Si vous avez des gens qui se négligent, des gens qui se méprisent, des gens qui ne prennent pas au sérieux leur existence et leur dignité d'être humain, grâce à la culture, eh bien vous avez des gens qui sont manipulables à volonté. Il y a des gens qui vont aller voter pour le plus offrant, pour le mieux disant, etc. etc. Bon, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, je vais conclure. Elle dit, bon, ce qu'elle dit, c'est que, voilà, l'idée la plus importante, c'est que le souci de soi est au fondement du principe d'individuation. C'est-à-dire que pour avoir une société démocratique, il faut avoir de vrais individus. Et c'est la culture qui permet de former de vrais individus. Ensuite, une minute? D'accord. Ensuite, bon, par rapport au monde d'aujourd'hui, par rapport à la situation, il y aurait énormément de choses à dire hein, sur. C'est une question civilisationnelle, c'est une question critique, puisqu'il est, je veux dire, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la manière de combattre le nihilisme ambiant. Il y a un nihilisme ambiant. Je veux dire, les gens ne croient plus en rien. Les gens ne croient plus en rien. Les idéologies de l'espérance se sont effondrées. L'argent triomphe partout. Même la culture est envahie par les puissances d'argent. Je veux dire, si vous avez de l'argent, vous faites des films, des blockbusters. Si vous n'avez pas d'argent, ben vous êtes comme ces pauvres cinéastes marocains qui sont obligés de se bagarrer avec 4 ou 3 millions de dirhams pour faire des films qui sont bricolés, rapiécés, etc. etc. Donc, ce qui triomphe aujourd'hui, c'est la rationalité instrumentale, c'est la déification de la technique. Hein, ça aussi, la question de la technique, la volonté de puissance, la technique qui se veut elle-même, tout ça sont de grandes questions. Eh bien,
l'enjeu, c'est de, si tant est que ce soit une réponse, enfin je pense qu'en ce qui me concerne, c'est peut-être la seule réponse, parce que je ne fais pas de politique et je n'ai pas les moyens de combattre cette tendance générale planétaire qui est due au nihilisme, au triomphe du nihilisme. Eh bien, je dirais, le meilleur moyen de combattre ça, indépendamment des voies politiques que les politiciens et que les spécialistes de la politique connaissent, le meilleur moyen de combattre tout ça, eh bien, c'est de prendre soin de soi-même. Et juste pour terminer, je voulais vous dire, vous qui êtes quand même, qui avez une culture marxiste et une culture communiste, que l'un des grands intellectuels communistes des années 50, qui s'appelle Arthur Koestler, qui a écrit Le Zéro et l'Infini, qui a écrit Spartacus, qui est un très beau texte, etc., avait produit un petit texte qui s'appelle Le Yogi et le commissaire. Le Yogi et le commissaire, un petit texte très court, magnifique, où il dit il y a deux façons de changer la société. Il y a la voie du commissaire, qui est une figure conceptuelle, bien sûr. Le commissaire, c'est pas le commissaire du 3e arrondissement, c'est la figure du commissaire, c'est une figure conceptuelle. Donc le commissaire, il veut changer les choses par le haut, si tant est qu'il veut les changer, il veut changer les choses par le haut, et le yogi, c'est celui qui dit non, on ne peut pas changer les choses par le haut, on change les choses en commençant par soi-même, en commençant par travailler sur les limites.